Europe 1. Et c'est l'heure de l'invité politique de la matinale. Philippe de Villiers, ancien ministre et principal soutien d'Éric Zemmour, et votre invité Sonia Mabrouk. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Philippe de Villiers. Bonjour Sonia Mabrouk. On va bien sûr largement parler de la campagne présidentielle et de votre soutien à Éric Zemmour. Mais d'abord, aller vers le pass vaccinal est un choix désormais assumé par le gouvernement, qui assume aussi de mettre la pression sur les non-vaccinés. Vous dénoncez, Philippe de Villiers, depuis déjà quelque temps, cette obligation, le caractère coercitif de cette vaccination, dénonçant aussi des mensonges. Mais quels mensonges ? Je vous donne un exemple. Le 27 décembre 2020, Emmanuel Macron, de manière solennelle, déclare qu'il n'y aura jamais d'obligation vaccinale. Il est même offusqué qu'on lui pose la question. En réalité, il y a 3 mensonges successifs sur cette affaire du vaccin. Tous les auditeurs peuvent vérifier ce que je vais vous dire maintenant. C'est très facile. Il suffit de se reporter au 12 juillet dernier. Le président devant la Tour Eiffel explique: vaccinez-vous pour vous protéger. Puis on découvre que finalement la contamination grandit au fil des mois. Et il y a simplement les formes graves qui sont empêchées par le vaccin. Ce n'est pas rien. C'est pas rien, sauf que, on va y revenir dans un instant. Vous allez voir sur les formes graves, parce qu'on découvre petit à petit qu'en fait on nous ment. Alors après, on nous dit, deuxième mensonge, il faut la 3e dose, parce que la 2e dose ne suffit pas. Il y a déjà Delfrécy qui explique qu'il faudra une 4e dose. Et j'ai découvert que Madame von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, vient de réserver 4 milliards 600 millions de doses. Et j'ai tout le détail. Mais en quoi c'est un mensonge? Oui, effectivement, on a des réserves de doses importantes. Le mensonge, c'est parce qu'on nous explique que d'abord qu'avec le vaccin, il n'y aura plus de problème. Le mot vaccin dans le petit Robert, ça veut dire immuniser. Bon, donc ça s'appelle un vaccin, mais ce n'est pas un vaccin. Vous êtes déjà fait vacciner par la grippe, Philippe de Villiers? Oui, alors ça vous savez que vous pouvez avoir la grippe aussi. Oui, alors ça n'a rien à voir. Là, on est sur un vaccin qui est en phase expérimentale. Voilà. Et le 3e mensonge, c'est le plus terrible, c'est... Voilà, tout ça, c'est la faute des non-vaccinés. Or, j'ai vu sur le site de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère de la Santé que 63% des décès, ce sont des vaccinés aujourd'hui, et 37% des non-vaccinés. Donc en réalité, attendez, c'est important ce chiffre, oui. Philippe de Villiers, je l'ai vu aussi, mais il faut compléter dans ce cas-là, les personnes non vaccinés sont largement plus représentés à l'hôpital, rapportés à leur proportion dans la population. Mais vous oubliez l'essentiel sur la proportion dans la population. Non, mais tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, si on est dans la situation où on est là aujourd'hui avec le Delta, ça veut dire que ça n'a pas marché. Donc il faut qu'ils reconnaissent, les gens qui sont au pouvoir, ça n'a pas marché. On va essayer autre chose. Et alors, le vaccin, le vaccin ne marche pas, sauf de manière ponctuelle. Oui. Mais ce qui est plus grave, c'est que là, en réalité, les pays qui sont les plus vaccinés confinent les Pays-Bas. Et on vient de découvrir, je disais ça avant d'arriver dans le studio, que le virus Omicron, en fait, résiste au vaccin. Alors, on va nous vacciner 3, 4, 10 fois, et ensuite, on va découvrir que Omicron, de toute façon, échappe au vaccin. Philippe de Villiers, quel est votre objectif ce matin? Parce qu'on peut rentrer dans une bataille de objectif, chiffres. il est très simple. Est-ce que c'est de distiller le doute aujourd'hui dans la population? Mon objectif, il est très simple, c'est de dire... la phrase de Pompidou, arrêtez d'emmerder les Français. Bon, vous vous rendez compte qu'on on ne les protège plus. Le gouvernement fait n'importe quoi. Ce sont des amateurs. Il faut la liberté vaccinale. Alors le monde entier est amateur, pardonnez-moi. Oui, les gouvernements européens, les gouvernements américains, les gouvernements le monde entier, en fait, africains, tout le monde est amateur. Sous l'influence de Big Pharma, Big Data, Big Finance, c'est-à-dire que ce sont des puissances qui sont supérieures aux États, et il y a des connivences entre les pouvoirs en place et ces grands groupes, voire leurs grands actionnaires. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Madame von der Leyen, la présidente de la Commission, son mari Heiko von der Leyen est le directeur médical d'une entreprise qui s'appelle Orgenesis, et cette entreprise, elle fabrique de la thérapie génique, de l'ARN messager. Et elle a les mêmes actionnaires que Pfizer.
Voilà. Et donc en réalité, il y a des connivences entre tous ces gens-là, mais je vais plus loin. Mais justement, ce qu'ils veulent, en fait, c'est le contrôle total de la population. Et ils veulent le contrôle total avec le traçage numérique, c'est-à-dire une société dans laquelle Orwell plus Google égale Macron. Vous dénoncez un traçage numérique, et cela depuis quelques mois à venir de la population. Vous vous appuyez sur cela, nous en avons déjà parlé, vous et moi, dans ce studio, sur un livre intitulé The Great Reset, la grande réinitialisation de Klaus Schwab, économiste. Vous y avez vu, vous et d'autres, Philippe de Villiers, une volonté des élites mondialisées d'imposer un nouvel ordre mondial. Pour d'autres, moi je l'ai lu et relu ce livre. Eh bien, c'est un simple livre de prospective dans lequel vous avez plaqué des fantasmes. Pourquoi vous ne reconnaissez pas cette possibilité aussi ? Non, je ne la reconnais pas parce que ce qui est écrit dans ce livre, c'est la phrase suivante. Il faut profiter du Covid pour en faire une opportunité pour un changement de société. C'est ça qu'ils sont en train de faire. C'est l'idée du transhumanisme, l'idée de l'eugénisme, l'idée de contrôler la population. Et ça, c'est au niveau mondial. Et je réponds là à votre question. C'est-à-dire qu'on a des dirigeants qui, en réalité, sont complètement dominés par des puissances supra-étatiques, qui sont des puissances privées du capitalisme de connivence, du capitalisme sacrificiel. Mais alors dites-moi, pourquoi il n'y a pas de contestation ? Pourquoi, malgré ce que vous dites, malgré ce que disent beaucoup d'autres sur les réseaux sociaux notamment, il n'y a pas de vive contestation, ni en France, il y en a quelques-uns ailleurs, on a vu des manifestations, mais pas de rébellion à cette nouvel ordre mondial que vous dénoncez. Pourquoi ? Moi, je pense que quand vous choisissez de gouverner par la peur, dans l'histoire, ça a toujours été comme ça, quand vous faites peur à un peuple, il obéit. Et il ne pense plus. Il ne pense plus qu'à sa santé. Et donc, mettre cette peur au-dessus de tout permet évidemment de le tenir au calme. Et en l'occurrence, évidemment, c'est une aubaine pour Macron. En pleine campagne présidentielle, ça permet de plus faire de meetings, de plus permettre aux candidats d'aller sur le terrain. Vous pensez que ça va bousculer toute la donne présidentielle ? Ça va la donne, mais ça va se retourner contre lui. Moi, je note que tous les candidats, y compris celui que vous soutenez, je l'ai lu ce matin dans une tribune dans l'Opinion, Éric Zemmour invite toutes les personnes fragiles et âgées à se faire vacciner, y compris la dose de rappel. Non, mais c'est pas la question. Moi, je dis liberté vaccinale. Et je pense que il y a des publics très anciens ou avec des comorbidités qui ont intérêt à utiliser le vaccin. Mais la liberté vaccinale doit être première. Et je suis hostile à la vaccination des enfants et je suis hostile au pass sanitaire parce que le pass sanitaire, c'est de l'apartheid. L'apartheid ? Oui. L'apartheid. C'est-à-dire qu'il y a deux catégories de citoyens. Le choix est quand même laissé aux citoyens de se faire vacciner. L'apartheid, il n'y avait pas de choix. Là, on est en train de désigner... Quand vous désignez dans une société un bouc émissaire, ça s'appelle comment ? Ce sont des boucs émissaires. Parce que expliquer que... Quand on a encore le choix et tout... Non, mais est-ce que vous vous rendez compte, Sonia Mabrouk, qu'on explique que c'est à cause des non-vaccinés qu'on se trouve dans cette situation ? Eh bien, s'il y a une saturation des hôpitaux, si les soignants sont à bout... C'est scandaleux, c'est un pur mensonge. En tous les cas, la campagne présidentielle, Philippe de Villiers, peut-être s'en trouvera bouleversée. En attendant, vous avez apporté votre soutien au candidat Éric Zemmour en l'accompagnant dans un voyage médiatique et très politique en Arménie, tout en symbole d'ailleurs. Vous avez quitté, rappelons-le, Philippe de Villiers, la politique depuis des années. Au-delà du fait qu'il porte les mêmes idées que vous et Éric Zemmour, pourquoi croyez-vous en ces chances ? En quoi capte-t-il le courant profond du moment ? Je pense que la France est peut-être en train de mourir. En tout cas, elle est en danger de mort. Nos élites nous font glisser par leur renoncement au bord de l'abîme et nous vivons 3 grands remplacements. Un remplacement de la population par une autre population, c'est visible à l'œil nu. Un remplacement de notre civilisation par une autre civilisation, c'est visible à l'œil nu. Et un remplacement de nos repères de vie d'une société millénaire par une autre société hygiéniste, eugéniste, transhumaniste. On pourrait vous contester les 3 observations, parce que c'est à l'œil nu. Donc un autre œil pourrait voir autre chose. Alors, il suffit de descendre dans la rue, celui-là, on va tout de suite y aller, et vous allez comprendre que ce que je dis, c'est de l'ordre de la statistique la plus élémentaire, puisque avec Macron, il y a eu 2 millions d'immigrés supplémentaires qui sont rentrés en France en 5 ans. Les chiffres sont faciles à décomposer. Et en quoi Éric Zemmour va-t-il apporter la solution ? Quand je dis grand remplacement, c'est grand remplacement de l'extérieur, c'est-à-dire en fait des vagues migratoires qu'on ne contrôle plus, qu'on ne cherche même plus à contrôler, regardez le droit d'asile, etc. Mais c'est plus grave.
le grand effacement à l'intérieur, c'est-à-dire en fait une société qui s'effondre sur elle-même, qui perd son identité et qui perd le goût de se défendre. Quand on voit en Arménie, on comprend ce que c'est qu'un peuple qui est fier de ses racines. Mais alors si je vous entends bien, si je suis votre raisonnement, en quoi maîtriser, contrôler ou même arrêter l'immigration pourrait résoudre un défi civilisationnel de plusieurs millénaires, et surtout avec un candidat comme Éric Zemmour? Vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire qu'en fait Éric Zemmour, il a un diptyque. On oublie la deuxième jambe. Le premier point, c'est arrêter l'immigration pour pouvoir gérer les flux. Sinon, on est submergé, sinon, c'est une colonisation totale. Et deuxièmement, ce qu'on oublie, c'est qu'il préconise à l'école une manière nouvelle de faire connaître la France, de la faire connaître, de la faire découvrir à ceux qui ne la connaissent pas. Et à ceux qui l'aimeraient s'ils la connaissaient. C'est l'idée du roman national. C'est-à-dire l'idée qu'on arrête de pratiquer l'amnésie des grandeurs et l'hypermnésie des lâchetés. L'idée qu'on puisse, à l'école, faire connaître l'histoire de France, faire connaître notre littérature, notre langue, nos souvenirs partagés. Parce qu'il est évident que beaucoup d'immigrés qui sont sur notre sol aimeraient la France s'ils la connaissaient. Si vous voulez, pour qu'il y ait la paix civile, il faut deux choses. Il faut qu'il y ait un mouvement de la part de ceux qui arrivent, c'est-à-dire pour qu'ils tentent de découvrir la France, et un mouvement de notre part pour la faire découvrir et la faire aimer. Philippe de Villiers, vous connaissez Éric Zemmour depuis près de 35 ans. Quand il est dit de lui qu'il est raciste, qu'il est misogyne, qu'il est homophobe, vous reconnaissez ce portrait ? L'homme que je connais n'a rien à voir avec ça. Alors d'abord, on va prendre, si vous voulez, ça c'est vos lunettes qui le voient ainsi ou une déformation de la réalité? Je le connais depuis 36 ans, donc je veux dire, quand on dit un monstre froid, par exemple, moi je me souviens très bien qu'un jour, en larmes, il m'a dit, quand mon papa est parti, il m'a dit, Éric, n'oublie jamais dans ta vie que la France nous a pris dans ses bras et qu'à ton tour, il faudra que tu saches la prendre dans tes bras. Alors, le monstre froid, on met de côté. Le raciste, il est juif berbère, faut arrêter. Il pratique la phrase de Romain Gary, que d'ailleurs vous citez vous-même dans votre livre Insoumission française. Je n'ai pas une goutte de sang français, mais c'est la France qui coule dans mes veines. Voilà. Fasciste, c'est drôle, fasciste. Alors, on perturbe, les antifas viennent perturber ces réunions. Ce sont des agressions et on lui dénie le droit de la légitime défense. Donc, la légitime défense, ce n'est pas opposer une violence à d'autres violences. Mais non, mais attendez, il est tout sauf violent. C'est un garçon qui est ultra sensible, qui est humble, qui est ouvert. Et croyez-moi, je dis ça parce que je le connais depuis très très longtemps. Et il est raffiné. C'est un esprit raffiné qui aime beaucoup la musique, qui aime le foot. Mais qu'est-ce que vous lui apportez? Une expérience, des conseils? Vous avez fait plusieurs campagnes présidentielles, Philippe de Villiers. Quelle est la nature de votre rôle auprès de lui? Je suis une éminence grisonnante. Il vous écoute? Ah oui. Donc il a changé? Parce qu'il y a eu une sorte... Non, pas du tout. Non? Pourquoi vous avez hésité alors à le rejoindre à Villepinte? Pourquoi le déplacement en Arménie? Vous avez attendu quelques jours avant véritablement de... Alors d'abord, moi j'attendais la mue, et la mue est arrivée avec le discours de Villepinte. Donc il y a eu un changement, oui. Le discours de Villepinte, qui était un discours puissant, empreint de gravité, où on a vu tout à coup, non plus le journaliste, mais l'homme d'État, c'est-à-dire avec une vision. Les autres sont des histrions qui vivent dans l'instant, qui ont le goût du plaisir de l'instant, confirme Macron dans son émission « Je suis moi ». Et les autres n'existent pas. Lui, Zemmour, c'était l'homme d'État. Et puis autre chose. J'entendais, à longueur de colonne, sur toutes les antennes, la phrase suivante. Il est seul, Zemmour est seul. Et d'ailleurs, son ami, Philippe de Villiers, lui-même, ne vient pas et ne viendra pas. Voilà, je t'en foutrais, tiens. Vous êtes venu, mais qui est avec vous? Qui est derrière vous? Éric Zemmour, combien de divisions à part Philippe de Villiers? N'allons pas chercher des œufs dans le cul de la poule. Elle pondra. Bon, et en attendant qu'elle ponde, et pour conclure, Philippe de Villiers, est-ce qu'il n'y a pas, ce sera ma dernière question, un cercle de la raison, comme le dit Alain Minc, qui va jouer finalement? Autrement dit, les Français, collectivement, vont se comporter dans ce fameux cercle de la raison et choisiront peut-être entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse. Non, ça c'est fini. Pourquoi? Le cercle de la raison, ça date de Maastricht 1992. Je me souviens très bien avec Éric Zemmour. Il y avait Delors aussi qui nous désignait en disant ceux qui sont contre Maastricht doivent quitter la démocratie. Voilà. Et donc ça, c'est fini, c'est terminé. Les Français sont dans la colère, dans l'indignation. Et en fait, ils ont compris que nous sommes gouvernés par des gens qui pratiquent le mensonge d'État.
Merci Philippe de Villiers d'avoir été notre invité ce matin, d'avoir répondu à nos questions. Je vous dis à bientôt. Belle fête également à vous-même et à nos auditeurs. Joyeux Noël.